Bonjour, ici Jean-Sébastien Prénovo, directeur des solutions d'audience et de programmatique de Québecor Idée, et bienvenue à cette balado édition spéciale sur la Cookie Apocalypse. Une balado en 3 épisodes pour discuter des enjeux publicitaires reliés au bouleversement que vivra bientôt l'industrie de la publicité numérique. Les changements majeurs entourant les techniques de reconnaissance des usagers sur le web ainsi que l'adoption de nouvelles réglementations et lois au Canada comme ailleurs sont à la base de ce bouleversement. GDPR, CCPA, Privacy Sandbox, IDFA, etc. Bien que techniques, ces termes et acronymes nous touchent tous. Nos données numériques, anonymes ou non, sont devenues une commodité dont leur utilisation à des fins publicitaires en est à son apogée. Cette économie de surveillance, menée de front par les géants du web, fait de plus en plus jaser, tel en témoigne la sortie récente du documentaire de Social Distancing. Ce questionnement du respect de la vie privée pousse les législateurs et les entreprises à modifier les règles en obligeant un consentement, en éliminant certaines utilisations des cookies, en bloquant diverses techniques de reconnaissance des usagers, et tout ça au nom du respect de la vie privée. Depuis 2014, ce chantier de la vie privée, entamé par Apple via certaines limites imposées à son furteur Safari, atteindra son apogée avec Google qui, en 2022, modifiera son furteur Chrome avec son Privacy Sandbox en bloquant tous les cookies tiers. Avec près de 70% de part de marché au Canada, on comprend pourquoi ce changement à Google Chrome vient donc bouleverser l'écosystème de la publicité numérique. Dans ce premier épisode, nous discutons avec des spécialistes d'agences en programmatique pour voir comment ils entrevoient ce bouleversement. Dans les 2 autres épisodes, nous discuterons de solutions potentielles avec des spécialistes en technologie publicitaire et finalement discuterons des impacts potentiels de ce changement avec des annonceurs. Aujourd'hui avec nous, Thomas Dano, directeur performance chez Cossette Média, ainsi que Ilia Daftari, directeur performance et programmatique chez Omnicom. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation de discuter de ce sujet avec nous. Donc, d'entrée de jeu, peut-être je vous laisserai la parole à chacun d'entre vous pour vous introduire et vous présenter. Donc, on commence par peut-être par Thomas. Oui, dans le fond, je suis directeur de performance chez Cossette Média depuis quelques mois. Je supervise autant l'équipe SIM que l'équipe programmatique et je touche aussi un peu à tout ce qui est Pay Social. J'ai bien hâte de discuter de cookies. Merci. Maintenant, Ilia, je t'inviterai à te présenter. Oui, bonjour. Donc, Ilia Daftari, en fait, jusqu'à tout récemment, directeur performance et programmatique chez Omnicom. J'ai pris un rôle un peu plus data et technologie dans les derniers mois aussi. J'essaie de porter plein de chapeaux, mais ça touche toujours à l'environnement, à tech. Et j'ai très hâte de parler de ce sujet qui devient de plus en plus intéressant, je pense, à tous les semaines. Excellent, merci beaucoup. Donc, bon, comme on sait, la réglementation entourant la reconnaissance des usagers, bon, est en, si on veut, on se pose des questions sur ça depuis plusieurs années. Donc, Apple a été un des premiers à faire des pas en ce sens-là avec, si on veut, le retrait de certains types de cookies dès 2014. Donc, ça fait longtemps qu'on sent un essoufflement ou un frein potentiel sur l'utilisation du cookie pour, comme plusieurs le savent, là, pour reconnaître les usagers. Donc, on va peut-être l'expliquer pour tout le monde, c'est que le cookie, c'est un bout de code simplement qui est déposé sur l'ordinateur des usagers à titre de reconnaissance future. Donc, c'est ce qui permet, entre autres, de savoir que vous êtes allé sur un site récemment puis de remettre de l'information sur le site comme des champs comme votre nom d'usager ou vous reconnaître en tant que personne qui, par exemple, va sur un site comme Amazon pour savoir si vous êtes là ou pas. Donc, il y a eu des mouvements dans ce sens faits par Apple. Il y a eu le mouvement GDPR, donc le mouvement GDPR qui était un mouvement de consentement sur tout le continent d'Europe. Donc, tous les pays d'Europe ont encensé ce mouvement-là pour aller sur un régime de opt-in, donc de donner le droit aux plateformes de suivre et non pas de faire un régime de opt-out, c'est-à-dire de s'extraire par une action. Donc, ça a commencé par le GDPR. La Californie et certains États aux États-Unis ont emboîté le pas avec des restrictions similaires. Certains projets de loi, même présentement au Canada et au Québec, sont en cours pour, si on veut, mieux encadrer les pratiques entourant la vie privée sur le web. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, peut-être pour les annonceurs, puis c'est un peu sur ce quoi on va discuter aujourd'hui, c'est traditionnellement,
le ciblage sur le web utilise beaucoup le cookie ou la reconnaissance des identifiants mobiles pour les téléphones intelligents, par exemple. Là, les enjeux principaux qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les enjeux de mesure, les enjeux d'activation, et puis j'aimerais ça aussi qu'on parle aussi des différentes hypothèses sur le marketing de demain, et puis qu'est-ce que vous pensez que le marketing de demain va ressembler avec tous les changements qu'on est en train de vivre présentement. Donc, comme premier sujet, la mesure, j'aimerais ça vous entendre sur comment vous pensez que, premièrement, on va pouvoir comment contrôler la fréquence, l'exposition, comment les ad servers qui envoient les publicités numériques sur le web vont pouvoir contrôler cet aspect-là de la chose, comment les DSP vont pouvoir mesurer toute cette information-là, qui sont les plateformes d'achat programmatique, comment les éditeurs vont aider ou collaborer à tout ce processus-là. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur ça. Libre à vous de sauter. Wow. Ça, au niveau, moi, qu'est-ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment au niveau de l'attribution, là. Considérant qu'on ne pourra pas savoir tant la personne, surtout le post-view, là, considérant qu'on ne pourra pas savoir ce que la personne a vu puis les actions qu'elle a faites par la suite. Je pense que c'est inquiétant, surtout sur des formats qu'on pense qui sont de notoriété ou de brand awareness, comme les bannières, qui est quand même assez extrêmement populaire sur le web, qui, à la base, on dit, c'est là pour faire un rappel aux gens. Ben là, on perd toute la puissance de la donnée derrière ça. Donc, à ce niveau-là, c'est très inquiétant. Je sais que Google, il parle beaucoup de d'autres solutions qu'il va apporter d'ici la fin des cookies pour venir remplacer ça, mais ça reste, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. OK, donc l'attribution pour toi, c'est l'enjeu principal. Donc, c'est un enjeu de performance tel qui est dans ton rôle assez important au niveau du search puis de l'aspect social. Est-ce qu'au niveau du branding, justement le contrôle du message, de la fréquence, tel qui peut être fait plus dans les médias traditionnels, c'est quelque chose qui vous inquiète aussi? Oui, c'est sûr. Déjà quand on travaille avec différentes DSP, on a comme déjà moins un contrôle de la fréquence à ce niveau-là. Fait qu'en plus, quand on rajoute que la fréquence, tu sais, de façon générale, qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce qui peut être inquiétant selon vraiment la technologie, c'est qu'il y aura beaucoup d'extrapolation qui va être faite. Donc, tu sais, pour les données qu'ils auront, ils vont essayer d'extrapoler avec ça, ou y aller avec d'autres sources de données ou une plus petite part des données. Il y aura beaucoup d'extrapolation pour donner des semblants de résultats comme on avait avant. Fait qu'à ce niveau-là, tu sais, des fréquences, ça peut, tu sais, qu'est-ce qu'on va vraiment suivre actuellement? Les chiffres, qu'est-ce qu'ils vont vouloir dire? C'est ça le plus inquiétant. Sûrement que les DSP, les outils vont nous donner des chiffres, mais on pourra pas vraiment challenger comment ces chiffres-là sont apparus. Parce que c'est l'outil qui nous le donne, puis tu sais, il explique pas chaque chiffre, c'est quoi la technologie derrière ça, parce que c'est un peu ça qui fait que les outils sont bons. Fait que c'est ça qui est inquiétant. Ça veut dire que ça va nous faire de plus en plus douter qu'est-ce que les outils nous donnent comme information. Parce que ce niveau-là, c'est comme si on a de la misère à faire confiance aux outils, ben c'est où qu'on trace la ligne. Moi, en fait, j'aurais tendance à dire que ce doute-là, c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que depuis plusieurs années, on fait de plus en plus confiance à de la donnée qui n'a jamais été aussi bonne qu'on pensait qu'elle l'était. Je pense que, tu sais, peut-être que les professionnels savaient qu'il y avait de la modélisation dans les chiffres, savaient que les cookies, en fait, c'était une façon terrible de mesurer ou d'identifier des gens parce que il y avait tellement de failles à cette méthode. Le fait que les cookies s'en vont, c'est peut-être une bonne chose dans un sens parce que ça nous force à admettre qu'il y avait des problèmes méthodologiques vraiment importants avec la façon qu'on faisait les choses. Je pense que la mesure de l'exposition puis le contrôle de la fréquence, c'est un excellent exemple où on sortait des rapports, on promettait aux annonceurs qu'on avait bien géré la fréquence, mais en réalité, on roulait sur 3 DSP différentes, on avait des achats directs, il y avait un overlap potentiel énorme dans l'expérience de l'utilisateur. Aujourd'hui, on est d'une part forcé d'admettre que on le sait pas trop, puis c'est peut-être 3 ou c'est peut-être 9, mais c'est pas plus que 9, tu sais. Fait que ça nous force à être un peu plus honnête avec nous-mêmes. Puis je pense que c'est en train aussi d'amener des solutions plus robustes qui sont plus basées sur l'utilisateur et moins sur le device ou l'appareil ou le browser. Fait que c'est des défis importants, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Lia, parce qu'effectivement, je l'ai vécu moi-même en étant du côté acheteur dans le passé.
Mais avec les années, on sent que beaucoup d'annonceurs centralisent leurs achats. Donc, justement, pour tenter de contrôler cette fréquence-là, puis de mieux comprendre les impacts marketing, puis les impacts d'affaires de leur publicité, parce que c'est toujours ça la finalité. Oui, on fait de la publicité, on mesure plein de proxys in-between, souvent parce qu'on n'a pas la mesure totale ou la vision globale de la business. Souvent, les entreprises ont des achats en ligne, mais ils ont des appels téléphoniques, ils reçoivent des courriels, il y a plein d'autres points de contact qui sont pas nécessairement reliés à l'ensemble de l'écosystème. Donc, il y a des méthodes de ghosting qu'on appelle, donc on arrête de faire de la publicité pour voir l'impact négatif. Procter & Gamble l'a fait aux États-Unis, ont décidé de retirer massivement des budgets publicitaires numériques parce qu'ils n'ont pas vu d'impact négatif sur leur chiffre d'affaires. Donc, il y a des questions à se poser, puis tu fais bien de dire que ça nous force à admettre qu'on faisait pas tout bien, puis qu'il y a des nouvelles méthodes dans le futur qui, on espère, vont permettre d'améliorer ça. Peut-être pour revenir sur l'attribution, parce qu'effectivement, comment on va faire dans l'avenir pour mesurer la performance de la publicité sur le web? Est-ce que chaque écosystème va devenir son propre walled garden? Est-ce qu'on va devoir faire confiance à Facebook pour ce qu'il nous donne comme information, à Google et ou notre DSP pour ces informations, aux éditeurs pour l'information qu'ils vont nous fournir? Comment on s'y retrouve dans tout ça? Comment vous voyez ça? C'est quoi votre vision? De mon côté, l'approche que j'essaie de partager avec les équipes à l'interne, mais aussi avec les clients, c'est que je pense qu'il faut voir l'attribution sur deux plans. Il faut le voir, comme tu dis, à l'intérieur des walled gardens. Donc, il y a une notion de mesure ou d'attribution qui est utilisée vraiment pour de l'optimisation. Donc, par exemple, parmi les différentes tactiques que j'ai sur Facebook, lesquelles performent le mieux, lesquelles contribuent le plus. Je pense que cet aspect-là, pour l'instant, on est encore capable de le faire assez bien. Là où ça devient extrêmement difficile, c'est de comparer entre le search et le social, entre le social et le display, comprendre la contribution de la vidéo ou des tactiques plus top funnel de branding. Et là, très honnêtement, je trouve qu'on n'a jamais vraiment eu de solution très robuste à part de faire des études économétriques pour voir, par exemple, sur un espace de 2 ans, comment différents mix médias ont eu un impact sur les ventes. Je me méfie énormément des métriques proxy. J'essaie souvent d'encourager mes clients à me partager des données de vente le plus granulaire possible, le plus rapidement possible pour qu'on puisse vraiment voir l'impact. Mais c'est sûr qu'avec des cycles d'achat qui peuvent être quand même assez longs pour certains types de produits, ça devient des exercices qui doivent se faire sur des années plutôt que des semaines. Mais je pense que l'économétrie reste une méthode fiable pour faire de l'attribution à haut niveau. Mais après, on s'en va vers un monde de walled garden où il va falloir optimiser presque chaque tactique tout seul. Et je pense aussi qu'on va en arriver à changer un peu notre perspective sur c'est quoi la performance. Je pense que il faut qu'on revienne à c'est quoi une exposition qui a de la valeur? Est-ce qu'on a rejoint la bonne personne au bon moment, dans le bon contexte mental, sur le bon écran, et peut-être être un peu moins dépendant de métriques d'attribution traditionnelles? Parce que je pense je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné où un partenaire faisait quelque chose comme du cookie bombing, puis s'attribuait énormément de conversions, mais on se rendait plus tard en faisant une analyse de plus économétrique qui avait eu aucun impact, un lift analysis. Fait que, encore là, je trouve que oui, on perd beaucoup de choses en perdant les cookies, mais en même temps, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Excellent, Thomas. Ben, on va dire, tu sais, dans le fond, je suis un peu d'accord. Dans la forme, ça, dans le day-to-day, c'est moins le fun. Parce que pour moi, ça fait comme ça rend l'achat numérique plus similaire à l'achat traditionnel. Dans le sens que on sait que ça a un impact, puis des fois c'est plus dur à qualifier, mais on sait que ça a un impact. Puis c'est dommage quand on pense qu'avec le numérique, les chiffres, tu sais, la data existe. C'est juste que ben là, on va être coupé de la data, mais tu sais, l'information, c'est comme si elle existe à quelque part dans l'univers web, mais on n'a pas accès. Fait que c'est surtout ça que je trouve plate, moi. Dans le sens, oui, je pense que c'est un point intéressant de dire que ça va retourner un peu à l'aspect stratégique du média dans son ensemble. Mais de l'autre côté, dans le day-to-day, je pense que ça va être plus tough. L'optimisation des différents créatifs, l'optimisation des sites sur lesquels on est,
c'est à ce niveau-là que je pense qu'on va perdre un peu. Là. Surtout, tu sais, des fois des achats qu'on fait, mettons, en open exchange super large, qu'on se fie vraiment beaucoup à la donnée, ben c'est là que ça va être vraiment plus dur un peu d'essayer de sortir qu'est-ce qui marche vraiment. Là. Puis c'est là je trouve que c'est plus dommage. Moi, j'aimerais revenir, Ilia, sur ce que tu as dit. Tu parlais d'études économétriques puis d'études de lift. Ça me semble être des solutions qui sont vraiment, honnêtement, super puis qui font tout à fait du sens, mais qui sont malheureusement adaptées qu'à une poignée d'annonceurs. Parce qu'on s'entend, les grands annonceurs peuvent se permettre de travailler de cette façon-là, ou encore peut-être certains annonceurs plus moyens, mais qui ont une certaine maturité au sein de leurs équipes et des expertises pour permettre ce type de trucs-là. Avec des PME, c'est bien rare que le mot étude sort des conversations. Là, je sais pas si c'est une bonne chose, là, je sens rien, mais c'est bien rare que le mot étude, que les gens parlent d'études des PME. Là. Ben effectivement, donc ma question c'est où est-ce qu'on va avec ces petites entreprises-là? Comment qu'on fait pour les aider dans cette perspective-là? Je suis d'accord avec vous autres, puis c'est sûr que de faire une étude sur 2 ans de data, ben déjà ça prend un client qui mesure son trafic en magasin sur 2 ans, puis qui connaît ses investissements médias sur 2 ans, c'est pas toujours le cas. Mais je vous dirais que moi je trouve que les PME avec qui j'ai travaillé, puis j'ai vraiment l'image des dealerships automobiles avec qui j'ai travaillé dans le passé. Souvent, tu sais, le propriétaire du concessionnaire, il peut te dire combien de gens sont rentrés dans son magasin il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours. Tu sais, c'est des gens qui sont très proches de leurs affaires, des gens qui sont dans le commerce de détail, ils connaissent leurs ventes, ils savent si c'était une bonne semaine ou une mauvaise semaine. Puis je pense que dans ces cas-là, il y a moyen de travailler étroitement avec ces gens-là puis de dire, ben, on va faire une campagne où on va tester différentes choses, on va tester différents mix. Je viens d'en faire un récemment où on a travaillé avec un client. En fait, on lui a fait une planif annuelle où tous les 3 mois, on va tester un mix média différent avec des partenaires différents. Puis c'est comme un A/B test énorme qui est basé sur notre meilleure expérience, sur nos intuitions. Mais on espère qu'à la fin de l'année, on pourra regarder ces chiffres de vente hebdomadaires puis dire, ben, voici les changements qu'on a faits, puis voici l'impact que ça a eu sur des chiffres de vente réels. C'est sûr que oui, moi aussi, je m'ennuie d'avoir ces chiffres-là qui rentrent automatiquement dans mon DSP ou dans ma plateforme d'achat. C'est sûr qu'en tant que optimisation en temps réel va souffrir énormément, mais je pense que ça va affecter beaucoup plus les gens qui sont dans le B2B, dans le lead gen. C'est là où ça va faire très, très mal. Donc, le commerce de détail puis des choses comme ça m'inquiète un peu moins. Excellent, merci. Je revenais sur ce que je parlais un peu précédemment par rapport au test à grande échelle que P&G a fait de façon internationale à retirer une grande partie de ses investissements. Ça amène la question, est-ce qu'on investit trop sur le web? Est-ce qu'on se fie justement trop à ces proxys ou à ces indicateurs de performance-là pour justifier la valeur? Et est-ce que ça, puis là, je vous lance une balle courbe parce que c'était pas dans le contexte aujourd'hui, mais est-ce que la fraude n'est pas venue s'intégrer dans ça, puis envoyer des impressions publicitaires frauduleuses à quantité énorme pour répondre à ce besoin-là de KPI à tout prix? Puis est-ce qu'il n'est pas justement le moment de revenir un pas en arrière et de repenser le média numérique comme n'importe quel autre média publicitaire et d'utiliser d'une façon un peu différente? Oui, je pense que la fraude, puis on parle souvent de fraude, puis c'est vrai qu'il y a énormément de fraude. Et je pense que il y a eu une opportunité énorme pour les gens qui commettent la fraude dans l'espace numérique. C'est quand on a commencé à optimiser un peu à l'aveugle en disant, on va setter nos KPI, notre fenêtre d'attribution, puis on va laisser la machine optimiser sur les open exchange. Donc, on va se fier de la donnée sans trop intervenir. Ce qui n'était pas une mauvaise philosophie. C'est juste que ça laissait un peu la porte grande ouverte pour de la fraude. Puis je pense que au-delà de ça, il y a aussi, je dirais, ce qui est pas de la fraude, mais qui est peut-être une zone grise d'inventaire de moindre qualité qui performe bien selon certains métriques, qui est vendu des fois. Moi, je pense qu'il est tout à fait temps qu'on change un peu nos habitudes, qu'on soit beaucoup plus strict sur la qualité de l'inventaire qu'on achète. Tu sais, des fois, il y a les clients te posent des questions qu'on oublie un peu, mais qui semblent absolument, ils cachent une vérité quand même profonde. C'est, tu sais, par exemple, pourquoi est-ce qu'on achète des impressions non visibles? Tu sais, ça fait plusieurs années qu'on a la mesure de la viewability.
c'est sûr que de façon pratique, je sais que si je fais un achat 100% viewable, ben j'aurai jamais la portée que j'ai de besoin, puis qu'il y a un sweet spot à aller chercher pour maximiser le vrai nombre d'impressions visibles. Mais je pense qu'il y a des questions comme ça qu'il faut qu'on ramène à la surface, puis qu'on dise, ben on peut pas optimiser à tout prix. Puis je l'ai vécu récemment où on avait un partenaire qui nous encourageait à vraiment laisser les algorithmes optimiser, laisser la donnée faire son travail. Mais en fait, on optimisait vers un proxy web et je savais que 80% des gens qui vont faire l'action sur le site web mais ne sont pas vraiment des clients. C'est des gens qui ont un intérêt pour le produit, qui sont peut-être amateurs de ça, mais ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas l'intention d'achat. Et donc, il fallait prendre des décisions qui faisaient augmenter nos CPA apparentes, mais qu'on savait que c'était la bonne chose à faire pour le client. Fait que je pense que le côté, l'aspect humain, l'aspect intelligence humaine, puis de connaître ses partenaires médias, de savoir où est-ce que nos impressions sortent, sur quel site, c'est quoi l'auditeur de cette plateforme-là, c'est quoi le type de trafic qui vient là. Je pense qu'on doit être plus responsable qu'on l'a été dans les dernières années, puis je pense que les annonceurs nous le demandent, puis je pense que le public le demande aussi, là, un peu. Après ça, c'est tough quand même, tu sais. C'est intéressant. C'est sûr, après ça, il faut vraiment faire bien confiance à nos médias. Dans le sens que si on se fait vraiment, si on pense que les données qu'on reçoit peuvent être frauduleuses, ben tu sais, les médias, sans le dire de même, là, je sais que Jean-Sébastien, tu représentes un peu le média, mais les médias peuvent autant, de l'autre bord, comment dire, tourner les coins ronds parce que pour eux, c'est de l'argent aussi, là. Quand même, c'est quand même complexe. C'est comme relation, dans le sens que nous, on donne de l'argent aux médias, puis après ça, c'est faire confiance aux médias qui soient têtes, là. Parlant de confiance, est-ce que vous voyez dans tout ce contexte-là de changement, moi je vois personnellement, je pense une dévaluation de l'écosystème Open Exchange en programmatique de par le manque de données tierces qui va exister dans l'écosystème, à moins que, on va en parler après, là, à moins que les partenariats d'entreprises qui sont en train de développer des identifiants pour cet écosystème-là fonctionnent. Mais à court terme, je vois pas comment ça va pouvoir fonctionner. Est-ce que vous allez, dans vos pratiques, revaloriser les relations directes avec les éditeurs? Ben, je pense que du côté d'Omnicom, notre vision, c'est oui, d'aller vers un écosystème programmatique où on fait pas d'open exchange du tout. C'est la prémisse de base qu'on donne à nos traders quand ils font le setup d'une campagne, c'est d'essayer de maximiser les ententes directes. On veut supporter le plus possible l'écosystème canadien. On veut le plus possible livrer ou investir, disons, les budgets de nos clients sur des sites qu'ils connaissent, sur des sites avec qui ils ont traditionnellement fait affaire. Il y a quand même une valeur à, que ce soit Québécois ou Radio-Canada ou n'importe quel groupe canadien. C'est sûr qu'on préfère avoir les investissements qui vont vers ces sources-là. Il y a une question de confiance. Je pense qu'il y a une question de redevance et de responsabilité aussi, où s'il y a un problème, si il y a un enjeu, on peut appeler quelqu'un, que ce soit Jean-Sébastien ou n'importe qui. On a une relation, il y a un être humain de l'autre bord. Avec le Open Exchange, on perd un peu ça. On perd ce niveau de contrôle. Puis c'est sûr que moi, je pense que l'Open Exchange va continuer à exister pour la simple raison que le comportement du consommateur, les gens passent encore énormément de temps ailleurs que sur le top 100 des partenaires médias canadiens ou même le top 1000. Le long tail est énorme, puis on n'aura peut-être pas le choix, mais c'est sûr que si on peut, on essaye toujours de minimiser les investissements Open Exchange. Chez Cassis Media, on a aussi un peu sans dire je fais juste répéter, mais on a aussi un peu la même vision des médias d'ici qu'on essaie vraiment d'encourager autant les médias du Québec que les médias du Canada. C'est quelque chose que, ben, comme il y a dit, je pense que c'est le lien de confiance puis la création d'emplois d'ici, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Puis ça, je trouve ça intéressant, surtout pour les gros groupes médias. Tu sais, moi, dans mon passé, j'étais autant très autonome dans ma petite agence ou dans une petite agence de création. À ce niveau-là, c'est légèrement plus dur parce que les grosses agences, ils ont l'avantage d'être très pourchassées par les représentants.
Fait qu'à ce niveau-là, les grosses agences, pour nous, c'est facile d'avoir ces deals-là. Pour les petites agences, c'est là, je pense, qu'il y a tout un défi à apporter dans tout le pourcentage d'achat qui est pas les grosses agences. C'est là, je pense qu'il y a un gros défi d'éducation à faire à ce niveau-là, puis aussi de simplicité d'utilisation des plateformes. Puis là, écoute, Jean-Sébastien, je te donne un bon segue pour Québécois ID. C'est le genre de plateforme qui aide beaucoup, je trouve, les PME. Puis quand c'est sorti, j'avais dit, ça aide beaucoup les PME justement à pouvoir avoir une solution qui peut remplacer l'Open Exchange, mais dans des éditeurs d'ici. C'est le genre d'offensive par les éditeurs, les médias, qu'il faudrait voir de plus en plus si on veut faciliter l'argent mis dans les médias d'ici. C'est le genre de tactique qu'on devrait voir de plus en plus pour aider les gens à dire, bon, mais tu veux investir en médias québécois, voici une solution facile d'accès. Il y a un certain travail là qui est déjà fait par Québécois, puis que s'il pouvait être fait par d'autres éditeurs du genre, je pense que ce serait merveilleux pour tout l'écosystème média québécois. Merci Dama pour la passe. Effectivement, le guichet a été lancé dans cette optique-là. Puis présentement, 100% fonctionnel pour différents cas de figure, mais qui va aussi être affecté dans le futur par le retrait des cookies, le retrait des mesures d'attribution puis de conversion. Parce que présentement, c'est toujours, si on veut, une des choses à laquelle on fait face, c'est le challenge des plateformes comme Facebook qui va s'attribuer énormément de conversions parce qu'il va revenir au dernier instant pour refaire le dernier call to action dans l'attribution, etc. Puis on connaît tous cet écosystème-là, puis c'est reconnu. Donc, tu sais, prouver l'impact du média local est un challenge pour nous, autant pour la grande entreprise que la PME, mais comme tu dis, le guichet facilite un peu ça. Maintenant, peut-être parler d'activation encore. Là, on a parlé beaucoup du média, de l'avenir de l'Open Exchange, etc. Puis j'ai fait un pont avec l'Open Exchange tantôt en parlant d'identification d'audience. Il y a des initiatives dans le marché qui ont été mises en place, par exemple, celle mise en place par The Trade Desk, par Magnite et par Index Exchange, qui est le Unified ID 2.0. Il y a aussi une initiative qui a été développée par LiveRamp, donc qui est le Universal ID. Il y en aura d'autres sûrement. Il y a plus près de nous, si vous connaissez Optable, donc Vlad Stesin, qui est ancien cofondateur de AdGear, qui a vendu à Samsung, a récemment lancé quelque chose qui possiblement travaillerait dans ce sens-là aussi. Est-ce que vous croyez, vous, une façon dont les identifiants pourraient se passer dans une plateforme, dans un bid request en Open Exchange pour une reconnaissance des usagers? Et si vous y croyez, comment vous pensez que ça va se déployer? Est-ce que plusieurs solutions peuvent coexister ou est-ce qu'une seule solution, au final, va finir par passer au travers et dominer? Moi, j'ai un avis très peu technique. Là. Pour moi, c'est tout c'est quand même assez complexe, ces technologies-là. Moi, le défi que je vois tout le temps, c'est comment un joueur peut réussir à être assez important. Le problème, c'est que quand le joueur est trop important pour dire à tout le monde d'utiliser ça, ben ça fait que c'est lui qui contrôle l'information. Puis quand c'est plein de joueurs indépendants, mais c'est là comment faire le lien entre les tout. Moi, personnellement, j'attends beaucoup voir comment Google, à moins que j'aille manqué une nouvelle, comment Google va dire c'est quoi sa solution qu'il offre pour remplacer les cookies, comment qu'il voit ça. Tu sais, comme Trade Desk aussi, tout le monde, là, sont tout en mode, surtout avec IDFA, qui était supposé s'en aller, tout le monde était comme en mode vite, faut trouver un moyen d'identifier les gens. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Ouais, je pense que c'est très positif de voir qu'il y a tant de gens brillants qui s'attaquent à cette question-là puis qui veulent développer des solutions. L'enjeu, je pense, comme Thomas le dit, c'est qu'il y a un enjeu de taille puis de masse critique, c'est que d'avoir 16 identifiants différents, ça m'aide pas vraiment à compléter le scénario et d'avoir une vision holistique. Peut-être que 2 ou 3 ou 4 peuvent coexister, mais encore, ça va prendre des match tables, ça va prendre quand même un back-end qui nous permet de réconcilier toute cette data-là. Je pense que naturellement, le Trade Desk a une position, disons quand même, ils ont déjà le pied dans la porte un peu avec beaucoup d'annonceurs et beaucoup de publishers, donc leur solution risque d'avoir plus de taille plus rapidement, puis d'atteindre cette masse critique-là. Moi, ça fait des années que j'espère voir les publishers mettre un peu de côté leurs différences puis de travailler ensemble pour faire ça. Ça fait des années que on voit, disons, les ad networks, les publishers, les indépendants essayer de se battre pour être,
disons, le numéro 2 ou le numéro 3 après Google, ou après Google et Verizon, si on veut, ou peu importe comment on le frame, mais on dirait qu'ils se battent pour être un des gros à la place de dire, ben, si on se mettait tous ensemble, on pourrait vraiment être beaucoup plus robuste. Pour moi, c'est ça que ça va prendre pour vraiment offrir une alternative à Google. Sinon, comme Thomas le dit, là, on va être en attente de voir ce que Google va nous proposer, puis on n'aura comme pas nécessairement le choix d'embarquer. Je comprends. Entre-temps, le ciblage par audience basé sur de la donnée tierce, est-ce que votre confiance est... Vraiment, où se situe votre confiance? Parce que ça va dépendre de quelles données tierces on parle, parce que c'est très, très, très... à géométrie très variable. Deuxièmement, si c'est de la donnée second party de par des partenariats, est-ce que cette donnée-là va pouvoir continuer d'exister? Puis si ces deux solutions-là semblent pour vous dans le futur ne pas fonctionner, jusqu'à quel point vous allez utiliser la donnée première partie de un de vos annonceurs pour lesquels vous travaillez et à quel point ça va pouvoir avoir un certain scale, ou est-ce que les données première partie des éditeurs deviennent, je pense, clés dans les opérations au quotidien de ce que vous faites? Ben, de notre côté, chez Omnicom, je pense disons qu'on a toujours été très prudent avec la donnée third party tierce. C'est, comme tu le dis, ça vient dans toutes sortes de qualités. Il y en a qui sont passables, il y en a qui sont carrément horribles. Pour avoir travaillé beaucoup avec des campagnes au sud de la frontière, c'est souvent simplement le cas de datasets qui sont principalement américaines, qui marchent raisonnablement bien dans un contexte américain, mais qu'au Canada, la qualité de la donnée est juste pas là. On préfère beaucoup plus travailler avec la donnée de nos clients. C'est de la donnée qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus pertinente généralement, mais beaucoup plus difficile à utiliser puis à activer parce que, d'une part, les clients, avec plein de bonnes raisons, sont extrêmement méfiants de rendre cette information-là accessible et de nous permettre de l'activer. Et de plus en plus, tu sais, je pense dans les derniers 6 mois, j'ai peut-être eu plus de conversations avec des spécialistes de cybersécurité chez nos clients que j'en avais eu jamais auparavant, parce qu'ils veulent savoir où est-ce que leurs données s'en va, qui va y avoir accès, comment est-ce que ça va être utilisé, est-ce que ça va être détruit après la campagne. Toutes des très bonnes questions que j'adore. J'adore qu'on est en train d'atteindre cette maturité, de poser ces questions-là, mais ça rend la job très difficile. Mais je pense qu'il y a une opportunité vraiment intéressante de prendre la donnée primaire de nos annonceurs, de prendre la donnée primaire des éditeurs et de trouver des espaces un peu neutres où on peut traiter la donnée de façon objective. C'est un peu ce qu'on fait avec notre plateforme Omni, qui se voudrait un endroit où on peut traiter des données sans nécessairement passer des données d'un client à un éditeur et sans non plus un peu avoir un espace neutre justement où on peut faire certaines manipulations, mais je pense que la notion de confiance partenariat va être essentielle. Il va falloir qu'on se fasse mutuellement confiance, qu'on laisse les éditeurs mesurer des conversions avec leurs propres mécanismes, de partager des identifiants, de faire des choses comme ça. Sinon, on est vraiment désavantagé versus Google, Facebook et j'inclurais Apple là-dedans parce que oui, Apple est en train de faire beaucoup de choses pour protéger la vie privée des clients, mais ils sont aussi en train de monétiser cette data-là qu'ils gardent exclusivement pour eux-mêmes. Donc, je pense pour compétitionner avec ça, pour faire face, ça va prendre beaucoup plus de collaboration de notre côté. Thomas, as-tu une opinion? Oui, ben surtout au niveau de la confiance, c'est là que ça va devenir de plus en plus important. Puis je vais pas en parler trop longtemps parce que j'ai moins une connaissance précise de ça, mais un peu comme tu disais, l'IA, c'est l'importance du lien de confiance, mais c'est là que avec les éditeurs va devenir important versus avec les données third party qu'on trouve en ligne que les outils nous offrent, que tu sais pas d'où ça vient, puis tu sais pas comment ça marche, puis il faut vraiment tout de suite genre à une ligne d'information qui dit genre bon, on va cibler les personnes qui aiment les animaux, puis t'es comme ok, comment puis t'as pas plus d'informations là. À ce niveau-là, les données premières vont vraiment prendre de l'importance, surtout par les éditeurs. Mais à ce niveau-là, puis l'histoire des walled gardens, pour moi, c'est ça le point majeur de tout ça. J'ai vraiment l'impression que ça va créer des très gros endroits clos d'informations que on n'aura plus le choix de passer par là. Tu sais, autant je pense à les données Amazon, bon ben on n'aura pas le choix de passer par Amazon, les données Google par Google,
les données de Québécois, ben, il faut passer à travers Québécois. Donc, c'est ça que la plus grande crainte que j'ai, moi, c'est cette information qui était possible d'obtenir partout, mais là, on peut plus l'obtenir partout. Fait que les petits joueurs, c'est de la longue traîne, c'est là qu'on va perdre un peu, puis ça va juste faire que les gros vont devenir plus gros. Moi, c'est vraiment ma plus grosse crainte dans tout ça, là. C'est comme Facebook, les gens qui l'utilisaient, ben, ils vont continuer de l'utiliser parce qu'ils vont savoir que les données, ça vient des données Facebook. Fait que pour eux, c'est safe. Fait que ça, j'ai l'impression que les perdants, ça va vraiment être tous les autres petits joueurs. Là, je vous projette dans le temps. OK, on est à l'été 2022. OK? Est-ce qu'il y a encore la COVID? Ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Une chose qui est certaine, c'est que Google a déployé son Privacy Sandbox. iOS est en opt-in uniquement pour les IDFA sur application. Donc, puis il y a d'autres choses. Mettons, on va dire en plus, le local storage est rendu limité dans son utilisation. Donc, le fingerprinting n'est presque plus possible, sauf pour peut-être certaines institutions ou applications sur demande seulement, telle une banque, par exemple. Là, moi, Jean-Sébastien, aujourd'hui, je m'en vais sur un site, je m'en vais magasiner une paire de souliers de course. Est-ce que dans les minutes qui vont suivre, je vais me faire cibler avec une pub de souliers de course? Est-ce que le reciblage est encore possible? Peut-être par la marque. Ouais. Ensuite, peux-tu élaborer qu'est-ce que tu veux dire par la marque? Si la marque met son cookie à elle, ça va être je pense que t'es plus calé en data de ce que j'ai compris. Là, si la marque met son propre cookie à elle, après ça, Facebook va pouvoir avoir cette information-là, mais juste pour cet advertiser-là. Ouais, mais je pense que c'est là où c'est difficile. Il y a comme une zone grise où on sait pas encore à 100% à quel point. Je pense que ça va être beaucoup moins important comme tactique, le retargeting. Et encore là, c'est sûr, ça va faire très mal à toutes nos métriques de performance parce que c'est généralement ce qui performe le mieux. Est-ce que ça va faire mal aux annonceurs dans leur chiffre de vente? Ça, je pense que ça, c'est l'autre grosse question, c'est de dire, si je me fais pas retargeter sans cesse, est-ce que je vais quand même acheter autant de choses ou est-ce que je vais réduire ma fréquence d'achat? Je pense que ça, c'est la grande question existentielle de à quel point est-ce que ces tactiques-là ont un impact. Moi, je crois fondamentalement que la publicité fonctionne, mais est-ce que le retargeting va être encore là? Moi, je pense de façon beaucoup plus spécifique et probablement de façon moins média de masse. Moi, je pense que ce qui risque plutôt d'arriver, c'est que je vais aller chez Nike, que ce soit sur leur site ou dans leur magasin, puis si j'achète pas, dans les minutes qui suivent, je vais recevoir un SMS, un email ou une communication plus directe, peut-être une notification dans mon application Nike, ou mon fitness tracker, qui est en fait une application de Nike. Ouais, je pense pas je suis sûr qu'on va trouver des solutions, mais je pense pas que ça va ressembler à ce qu'on a aujourd'hui. J'ai aimé te dire mon email, parce que j'allais dire, ceux qui n'ont pas commencé à bâtir leur liste de courriels de façon intensive, je pense que c'est le temps de commencer pour se préparer à ça, là. Absolument. Moi, j'ai un client qui est pas... En fait, il est déjà un peu tard, là, mais moi, si j'étais un annonceur, ce serait ma course. Ce serait l'objectif numéro 1, c'est d'accumuler le plus de relations directes avec mes consommateurs. Adresse email, numéro de téléphone, nom. S'assurer d'avoir des opt-ins qui sont quand même solides, d'autorisation de communiquer, des choses comme ça. T'sais, il faut anticiper que GDPR ou un truc similaire, ou on le voit aussi en Californie en ce moment. Moi, je dirais, prenez les nouvelles législations les plus difficiles qui existent dans le monde, puis dites-vous que ça va s'en venir un jour ici, et commencez à préparer le terrain, parce que moi, je l'ai vu avec des annonceurs qui étaient pas prêts en Europe, qui ont perdu des millions de relations clients parce qu'ils ont pas réagi assez vite pour redemander l'autorisation avant que ce soit trop tard pour rebâtir ces relations-là. Moi, je pense qu'on s'en va beaucoup plus dans un univers de 1 à 1. Excellent. C'est bon de voir que, effectivement, je suis à la même place que vous. La réponse à ma question, c'est je le sais pas. Puis ça va être extrêmement complexe parce que on parle de l'existence encore du cookie first party. Mais là, ce cookie-là de première partie, à qui
va-t-il être potentiellement disponible? Quels seront les tiers qui vont pouvoir l'utiliser? Est-ce que même Google Analytics va pouvoir continuer à fonctionner d'une façon comme il le fonctionne présentement? C'est encore des questions qu'on n'a pas la réponse, puis c'est majeur comme impact. Fait que là, je vous amène, puis on va terminer bientôt, il reste une ou deux questions, puis je vais vous demander votre mot de la fin, là, mais récemment, on a vu beaucoup de sorties médiatiques de plein de compagnies aux États-Unis, des grandes compagnies internationales qui lancent des solutions entourant le contexte. YouTube a annoncé ça même hier, une nouvelle solution de ciblage contextuel. Ils ont les audiences de par qu'est-ce que tu as consommé dans le passé. Maintenant, ils vont faire un bridge avec une solution contextuelle dans le moment. D'autres compagnies le font. Donc, si Google le fait et d'autres compagnies le font, je crois que tous semblent penser que stratégiquement, les annonceurs vont retourner à un ciblage de contexte. Donc, dans mon livre à moi, c'est qu'on retourne en 2008, 9, 10, avant l'avenue du real-time bidding, puis avant l'avenue de la programmatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, vous croyez que ça va devenir aussi important pour vos annonceurs? Est-ce que vous pensez qu'on doit embrasser ce changement-là qui peut être perçu comme un retour en arrière? Moi, je pense que non. Puis je sais, c'est pas une opinion très populaire, mais je pense qu'on oublie pourquoi on a commencé à faire du ciblage par audience. Puis l'exemple, à l'époque, je faisais beaucoup d'automobiles. Si tu voulais parler à des gens pendant qu'ils magasinaient ou qu'ils étaient dans la section auto d'un site web, de nouvelles par exemple, ben il y avait, on va dire, 10 000 impressions par jour disponibles. Mais si tu voulais parler à ces gens-là pendant qu'ils consultaient d'autres contenus, il y avait peut-être 100 000 ou 200 000 impressions disponibles. Puis, je pense que l'enjeu qu'on va avoir, c'est que si on veut retourner à du ciblage purement contextuel, on va se rendre compte que il y a beaucoup de gens qui veulent parler à des acheteurs de produits laitiers sans lactose, mais qu'il y a très peu de gens qui consultent du contenu sans lactose. Il va y avoir plein d'industries, il va y avoir plein de segments où il y a juste pas assez de contenu. Et même s'il y avait le contenu, le comportement du consommateur ne va pas nécessairement dans ce sens où tu vas pas nécessairement consulter des articles sur le lactose à longueur de journée, même si tu bois du lait sans lactose tous les matins. Puis c'est là où ça devient difficile. Je pense que si tu amènes la réflexion à sa finalité, tu te rends compte que le contextuel a toujours été essentiel. Ça a toujours été une tactique qu'on a utilisée. Je pense qu'on n'a jamais arrêté de l'utiliser. Mais ça peut pas revenir juste à ça, à moins de se mettre à produire du contenu puis à promouvoir du contenu complètement bizarre de, justement, je pense que l'exemple du lactose, c'est assez parlant, là, mais je pense que c'est sûr que ça va augmenter. Je pense que les CPM vont augmenter sur certains verticaux, sur certaines thématiques qui vont être extrêmement en demande, mais ce sera pas assez. Très bon exemple qui met vraiment facilement en contexte, c'est ça, tu sais, le ciblage par audience versus par contextuel. Autant ciblage contextuel, ça peut être super intéressant dans plein de cas. Il y en a qui vont dire, pour moi, c'est mes clients, ça match. Puis t'as de l'autre bord des clients qui étaient comme, ah ouais, c'est vrai, comment tu sais quelqu'un qui aime le yoga, tu sais. Ouais. Personne va sur des sites de yoga, il va pas liker des posts de yoga, il va pas interagir avec du yoga. Mais tu sais qu'il achète du yoga, tu sais, tout le monde, pas tout le monde, mais la moitié du monde, tiers du monde achète du yoga pourtant, tu sais. Puis c'est là qu'il y aura vraiment un gap à combler d'une certaine façon. Puis d'après moi, ça va être un certain recul en arrière vers des tactiques plus de masse. Tu sais, au lieu de dire, je peux pas avoir mon audience, je peux pas avoir mon contexte, tu sais, je dis pas que la solution, ça va être de la masse, mais il y en a peut-être qui vont arriver à cette solution-là, de dire, je vais refaire du masse, puis on va espérer que ça se rende. Ça, c'est s'il n'y a pas d'autres solutions qui arrivent, bien sûr, entre-temps pour aider, là. Ouais, mais tu vois, je veux revenir à ton exemple de consommateur de lait sans lactose. Je trouve ça intéressant, effectivement. C'est quoi le contenu qui est pertinent pour cibler ces usagers-là? Mais je vais te mettre ça de l'autre côté. On parle de ciblage par audience. Comment détermines-tu? Avec quel point d'intérêt tu détermines une audience qui aime le lait sans lactose? Parce que nous, chez Québécois, on construit beaucoup d'audience. On a énormément de contenu. Et est-ce que, par exemple, parce que je visite des recettes qui ne contiennent pas de lait, est-ce que je suis intéressé? Est-ce que je cherche des produits sans lactose? Est-ce que je dois faire du contenu qui, justement, parle de produits sans lactose pour identifier des gens qui sont potentiellement intéressés par ces produits-là? C'est, dans les deux cas, je trouve que c'est un cas très, très spécifique, mais qui est extrêmement complexe à déterminer dans les deux côtés de l'équation. Absolument. Puis je pense que c'est un cas extrême, mais je pense qu'on a quand même plus de chances de dire
on va dire que dans votre cas, il y a un article qui parle des meilleures options sans lactose pour faire une pizza ou quelque chose comme ça. Ben, ça va être vraiment juste intéressant du monde qui essaie d'éviter le lactose, ou principalement. Fait que je pense il y a potentiel de créer du contenu qui de temps en temps va attirer ces audiences assez niches, mais de là à les faire consulter au quotidien pour que je puisse leur annoncer au quotidien que j'ai des produits sans lactose. Tu sais, c'est là où je pense entre les deux, ça va être déjà assez difficile d'identifier les gens qui sont sans lactose, mais de là à les attirer vers du contenu spécifique, contextuel à tous les jours, ça, je pense que ça va rester impossible. Mais de l'autre côté, je pense que peut-être un point que j'aimerais faire, c'est une petite parenthèse, si vous me le permettez. Ça fait 2-3 mois que j'ai essayé de faire le test d'éteindre tous les systèmes de tracking sur mon ordinateur personnel, sur mon téléphone et tout ça, et c'est horrible comme expérience. J'ai passé peut-être 2 semaines, les 2 premières semaines, je me faisais agressivement ciblé par Facebook pour faire du app download, malgré que, évidemment, j'ai l'application Facebook, mais ils savaient pas que j'avais l'application Facebook. Tu sais, il y a plein de choses comme ça, des produits complètement inappropriés ou qui sont pas du tout pertinents pour moi. En tant qu'usager, je me demande si comme tu disais, l'été 2022, est-ce qu'on va pas avoir un mouvement inverse où les consommateurs vont dire, ben, peut-être que j'aimerais ça identifier certains aspects de mon comportement pour que, si je suis allergique au lactose, par exemple, je vais peut-être le signaler pour arrêter de voir des pubs pour du lait. Je préférerais beaucoup plus recevoir des pubs pour du lait de soya, par exemple. Je me demande si les consommateurs éventuellement vont pas devenir des participants actifs au processus de ciblage en choisissant les informations qu'ils nous partagent. Je pense que ça, ce serait peut-être une solution intéressante à explorer. Là. Ouais, c'est super intéressant, effectivement, que tu aies fait cette expérience-là. Hein, honnêtement, c'est très le fun. Puis on peut s'imaginer aussi qu'est-ce que ça ressemblait avant, puis où est-ce que ça s'en va. Moi, ce que je me questionne, c'est oui, il y aura des gens qui assurément vont donner leur consentement, qui vont même mettre leurs préférences sous des listes exhaustives de sujets, probablement, tel qu'on le fait des fois pour des infolettres ou des choses comme ça. Mais ce que je me questionne, c'est, puis je vais utiliser un nom, mon oncle Michel, là, puis ma tante Monique, là, eux autres, là, ils n'ont aucune idée que ça se passe. Là. Ils vont continuer à vivre l'expérience d'ouvrir leur ordinateur, d'aller sur leur browser. Donc, est-ce qu'il y aura une masse critique suffisante qui vont opt-in à ces fonctionnalités-là pour, encore une fois, permettre ce qu'on souhaite, c'est-à-dire cibler les gens d'une façon pertinente le plus souvent possible? Ben, je pense que si on atteint... Je pense qu'il faut qu'on se rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir de la donnée sur tout le monde. Si on a de la donnée sur 5-10% de la population, à partir de là, on peut commencer à faire de la modélisation qui est quand même assez robuste. Puis je pense que c'est un des changements de mentalité qu'il va falloir qu'on se fasse, c'est la notion de certitude dans le ciblage. Il faut qu'on s'en détache un peu, puis qu'on aille plus sur une notion de probabilité, puis dire, ben, j'ai une audience qui est peut-être plus probable d'être intéressée par mon produit que la population en général. J'ai des indicateurs qui m'indiquent que ces gens-là ont peut-être une préférence pour ma marque ou pour ma catégorie de produits. C'est ça, je pense qu'il va y avoir une nouvelle réalité qui va naître, puis j'espère que ça va amener beaucoup plus de vérité, puis de questions difficiles, puis de scrutinage de la technologie. Mais je pense que Québécois, entre autres, est un bel exemple d'éditeur, tu sais, qui vous avez pris un peu les données que vous aviez dans votre écosystème à vous, puis vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose qui est intéressant. Je sais que côté annonceur aussi, il y a des grands annonceurs qui ont une masse critique d'informations où eux aussi sont capables de commencer à faire des choses de leur côté. Ça va être surtout pour les plus petits que ça va être beaucoup plus difficile. Surtout que je pense à un annonceur qui est plus petit, qui a peut-être moins de budget publicitaire, mais faire du masse, parler à tout le monde pour peut-être rejoindre les clients intéressants, ça va être plus difficile. C'est surtout à eux que ça va faire mal de pas avoir ces audiences qui sont facilement... Sur Facebook. C'est ça. C'est les millions de clients qui dépensent $5 par jour sur Facebook qui risquent de souffrir beaucoup. C'est pour ça que le guichet sera là. Parce que je crois que, sincèrement, qu'on va pouvoir utiliser nos audiences encore en 2022 parce qu'on va se prémunir d'une solution qui va demander les consentements pour pouvoir continuer d'opérer et d'offrir des audiences de qualité
à nos annonceurs partenaires. Mais ça, c'était ma parenthèse qu'il fallait que je parle de Québecor ID. Mais pour terminer, j'aimerais ça juste vous entendre sur vos hypothèses sur le marketing de demain, considérant tout ce qu'on a discuté, considérant les changements majeurs que l'écosystème est en train de vivre. Est-ce que vous voyez ça comme un ajustement, un recul? Est-ce que vous voyez l'automatisation de l'achat continuer et continue de croître tel que ça l'a cru dans les derniers 7, 8, 9, 10 ans? Puis finalement, peut-être, à qui le rôle de faire cette transition-là du côté de l'annonceur? Est-ce que c'est à l'annonceur de se prémunir de cette connaissance-là? Est-ce que c'est un rôle de l'agence de le faire pour lui ou si c'est un rôle de l'agence de l'accompagner ou c'est un peu les trois? C'est de l'ajustement. Tu sais, c'est dur de parler de recul ou d'avancement sur le temps qu'on l'a pas vu. Je pense que ça va être beaucoup de s'adapter puis d'évoluer à travers ça pour tout le monde. Tu sais, est-ce que après ça, il y a tout le temps l'aspect, comme le IDFA. Nous autres, on demandait quoi à tous nos fournisseurs. Bien sûr, c'est leur job, c'est un peu de nous dire ça, mais ils étaient comme, c'est pas grave, ça va bien aller pareil. Fait que, tu sais, il y a quand même l'aspect, on va voir quand ça va se passer vraiment, ben là, on aura une meilleure idée de à quel point il faudra s'adapter, mais ça va être vraiment plein de cas uniques qui vont arriver, des nouveaux cas qu'on va arriver pour on va faire, OK, mais il faut s'adapter, comment qu'on va prendre cet achat-là ou autre. Puis je pense au niveau de l'adaptation, les clients qui faisaient juste tu sais, qui étaient vraiment en mode achat média, ben je pense qu'il y a peut-être un certain shift qui doit être fait dans la réflexion aussi de OK, mais est-ce que mes canaux earn sont aussi optimisés que mon achat média pour le jour que j'aurai moins de données, ben moi, ma donnée à moi, comment je peux m'en servir pour activer mes clients? Je pense que c'est là que c'est vraiment du cas par cas des annonceurs, mais c'est là que je pense qu'il y a peut-être une grande réflexion à avoir. Ouais, moi, je suis pas mal d'accord avec ça. Je pense que c'est difficile de dire si on va avancer ou reculer. C'est sûr qu'on va changer, ça va être évolutif. Mon côté optimiste me dit qu'on n'arrête pas le progrès et qu'on va trouver des solutions. Puis surtout, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais quand tu regardes la taille monstrueuse des GAFA et de ce qu'ils ont réussi à faire dans les 10 dernières années, c'est difficile d'imaginer que quelques nouvelles législations vont les arrêter, là. J'aurais tendance à dire qu'on va trouver des solutions collectivement. J'espère que la résultante va être plus éthique, plus équitable. Et je pense que ça peut l'être si les annonceurs s'impliquent un peu plus. Je pense que les agences ont encore un rôle super important à jouer par notre expertise, par le fait qu'on est dedans, j'allais dire 24 heures par jour, mais peut-être 8 à 12 heures par jour et 5 à 6 jours semaine. Mais on a une expertise certaine. Je pense qu'on peut contribuer. Mais je pense que ça doit être beaucoup plus collaboratif. Je suis content de voir beaucoup de mes clients qui s'intéressent de plus en plus à ces enjeux de data et de technologie, qui s'équipent d'experts à l'interne avec qui on peut avoir des discussions plus spécifiques, plus techniques. Puis c'est ça, j'ai hâte d'avoir des discussions un peu tripartites où on s'assoirait avec un éditeur, un annonceur et nous pour essayer de trouver une solution. Je pense que ce serait la solution idéale pour moi. Merci. 8 à 12 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. Si je fais un calcul rapide, ça fait vraiment beaucoup d'heures. Donc, je vois que vous tenez vraiment à ces sujets-là très à cœur. C'est bien de voir ça. Mais pour terminer, je vous remercie beaucoup, Ilia, Thomas, d'avoir participé à cette balado et pour votre implication et vos idées et commentaires. Je pense que ça a été très, très intéressant. J'espère que nos auditeurs ont aussi apprécié. Donc, je vous convoque peut-être à écouter les prochains épisodes de cette série balado. Donc, dans les prochains épisodes, on va parler des éditeurs et des entreprises de technologie et on va également parler des marques pour avoir leur opinion sur le sujet. Donc, à bientôt. Merci.